à l'ombre du baobab avec Amael. Bonjour à toutes et à tous. Le Festival de films international de Fribourg a commencé samedi dernier. Toute la semaine, nos émissions à l'ombre du baobab y seront bien évidemment consacrées. Beaucoup d'invités ce lundi matin. Je vous les présente, à commencer peut-être bien sûr par l'attaché de presse du festival qu'on va retrouver tous les matins pour son coup de cœur. C'est Aimé. Bonjour à toi Aimé. Bonjour Amael. Et bienvenue. On va parler de deux projections qui ont eu lieu hier soir avec Nicolas et Bruno. On va parler d'un film qui a pour titre In Search of the Ultra Sex. C'est Nicolas Charlet et Bruno Leven. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonjour. On va retrouver, c'est que vous avez fait la fête hier soir. Julien Comelli, bonjour. Bonjour Maëlle. Nous on s'entend de temps en temps quand il y a du vent. Un peu moins que depuis qu'on fait plus les chroniques du disque ringard la semaine. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans. À peu près, au moins ça, on le dit plus. Avec vous et avec Erwan Legag. Bonjour Erwan. Bonjour. On va parler tout à l'heure de la projection de l'horoscope du midi-minuit. Ça a lieu également hier soir. Je vous redonne la parole très vite. Alors, je me tourne vers Nicolas Charlet et Bruno Leven, qui vous êtes tous les deux réalisateurs du film que j'ai cité tout à l'heure, In Search of the Ultra Sex. À la recherche de l'ultra sexe. Exactement. Merci beaucoup pour la traduction. Qu'est-ce que je dois dire? Que déjà, c'est une des thématiques de ce festival cette année. La recherche de l'ultra sexe? Non, pas la recherche de l'ultra sexe, mais Terra Erotica. Et en fait, si je reprends un petit peu ce que Thierry Jobin nous a expliqué par rapport à sa démarche pour Terra Erotica, c'est qu'il voulait montrer ou essayer de retrouver l'érotisme joyeux, léger, qui célèbre le désir en poésie, en référence aux années 70 et 80. Et alors, c'est assez rigolo parce que j'ai regardé votre film évidemment sans avoir aucune idée de vers quoi j'allais. Et alors, je faisais la parallèle avec ce que Thierry Jobin. J'avais une idée très préconçue j'allais vers un truc comme ça très poétique, très romantique. Absolument, oui. Et alors, je me suis pris une explosée. Une grande claque. Une grande claque. Alors, joyeux, léger, oui, c'est de la franche rigolade, c'est de la franche déconnade. Ouais. On explique peut-être aux gens qui n'étaient pas en salle hier soir pas mal. Le concept de votre film. Alors effectivement, on est dans la poésie, on est dans la tendresse, mais plutôt du côté pornographique. C'est donc un film qu'on a fait à partir de films pornographiques des années 70, 80, 90. On a vu tous les deux pendant plusieurs mois 2500 films porno. Voilà, ce qui est possible. Ensemble, toujours? C'est possible, absolument, ensemble. Ça s'est très bien passé. Et donc, on a vu tous ces films, et puis à partir de tous ces films, on a mis plein de séquences de côté, et on a créé une histoire, on a raconté une histoire à partir de tous ces extraits. Et donc, le film est pas vraiment pornographique au final, il est interdit aux moins de 16 ans. On voit des gens qui jouent au tennis un peu tout nus, on voit des gens qui conduisent des vaisseaux, du patin roulette. Absolument. Et voilà, au final, on raconte toute une histoire qui est une histoire vraie d'ailleurs, qui est la recherche de l'ultrasexe qui a disparu sur Terre. Qui est une histoire vraie. Absolument. J'aimerais bien les références, s'il vous plaît, les sources. D'où viennent vos sources? Donc effectivement, ce qui se passe dans ce film, c'est qu'il y a un problème sur la planète, tout le monde se saute dessus 24 heures sur 24. On finit par faire appel à la Confédération intergalactique. Absolument. Exactement. Voilà, qui cherche en fait C'est une histoire vraie en fait. Le problème. Oui, en fait, en découvrant ce monde du cinéma porno qu'on ignorait relativement, en fait, on est tombé sur des films incroyables, très étonnants, et on s'est dit il faut qu'on fasse partager absolument cette expérience. Et donc du coup, on a travaillé avec des spécialistes qui ont voué leur vie à la collection de films pornographiques, et qui nous ont ressorti des vieux cartons, des vieilles valises, des vieilles mallettes de VHS et de films 16 mm et 35 mm, et qui nous ont dit là, ça devrait vous plaire, ça devrait vous inspirer. Et effectivement, on est tombé sur des films porno où les gens font du roller tout en essayant d'avoir des rapports. Dans des salles de gym aussi, c'est incroyable. Absolument, on a des très belles séquences d'aérobic. On a un très bel Édouard aux mains d'argent, qui pour l'occasion s'appelle plutôt Édouard aux bites d'argent, puisqu'il a des sexes à la place des mains. On a Cyrano de Bergerac, voilà, des choses très très belles.
Et vraiment, c'est une idée de partage, effectivement, et de poésie et de tendresse. Oui, on alors, est vraiment dans le thème. Ouais, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est comment vous êtes parti en fait là-dessus, puisque c'était pas a priori. Non, en fait, c'était dans le cadre des 30 ans de Canal. Ouais. Nous, on a beaucoup travaillé pour Canal. On avait une petite rubrique dans Nulle part ailleurs qui s'appelait le message à caractère informatif, où on redoublait avec Bruno des films d'entreprise. Et donc, pour les 30 ans de Canal, ils nous ont demandé de réfléchir autour du thème du sexe, oui. cher à Canal+. Et donc voilà, on leur a proposé de travailler sur des films, sur des films porno. Et donc on a eu une sorte de carte blanche, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et donc on a fait ce film d'1 heure qui nous a beaucoup amusés. Et alors ce qu'on n'a pas dit effectivement, c'est que vous doublez en fait à vous deux toutes les voix là aussi. Absolument. On visionne tous ces films sans écouter le son. Oui. On n'écoute jamais le son des films originaux pour justement partir ailleurs, dans une direction plus inattendue. Et ensuite on les double nous-mêmes. On fait toutes les voix, à la fois les hommes et les femmes, et aussi les bruitages. On refait toute la bande son, des musiques, etc. Ça se passe beaucoup sur impro quand vous avez fait votre montage. Oui, alors c'est un peu voilà, c'est un peu notre petite cuisine, mais en fait on a intimité. On a effectivement regardé ces 2500 films et on en a extrait 150 séquences, oui. Qui nous inspiraient. Alors c'est un peu abstrait, mais qui nous inspiraient, ça nous racontait des trucs, il y a des situations, des looks, des très beaux brushings, des guêtres, des choses comme ça. Parce que c'est ça qui est drôle, quoi. Il y a les voix, il y a les dialogues pathétiques, quoi. Et donc du coup, toutes ces séquences, on les a transformées en photos, et on a construit notre histoire avec toutes nos photos, comme un exercice de scénariste où avec 6 photos, on doit construire une histoire. Donc là, on en avait 150. Quoi. Donc on a raconté l'histoire, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de films de cul dans l'espace. Ça nous a beaucoup inspiré, évidemment. Donc cette confédération intergalactique qui revient. Ça a duré combien de temps pour vous, le trier, les visionner, trier, sélectionner? C'est un gros boulot. On a passé 5 mois à visionner tous ces films, à sélectionner toutes les scènes, et puis en tout ça a duré 9 mois. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est que pendant 5 mois, donc on a regardé les films, ensuite on les a transformés en photos, et on est resté pendant 1 mois avec nos photos, quoi. Et notre producteur qui nous accompagnait sur ce truc nous dit, mais les gars, je commence à m'inquiéter, vous faites pas un bouquin, quoi. C'est quand est-ce que vous montez des trucs? Et là on s'est dit, bon allez, il faut qu'on y aille, on va se lancer. Et on a commencé à travailler sur la table le montage, mais c'est vrai qu'il y a eu un très long travail de construction Et c'est justement ce qui était marrant, c'était de vraiment construire une histoire avant de s'atteler au montage et aux voix, etc. C'était de construire une histoire totalement originale à partir il y a une centaine de films dans le film. C'est aussi ça le but du film, c'est la connivence avec le spectateur, s'amuser il sait très bien que tout ça vient d'autres films, et s'amuser à retomber sur ses pattes avec des acteurs. C'est aussi le propre de ce milieu où on retrouve des acteurs de film en film qui parfois changent de look, mais on peut réutiliser et avoir un personnage qu'on suit tout du long de ce nouveau film. Alors, tout ça a l'air très sérieux, mais c'est quand même de la grosse rigolade. Hein. On rigole bien. Hein. On a vraiment fait ça pour s'amuser. Oui, et au résultat, nous aussi, on rigole bien. Mais c'est pour montrer qu'il y a du travail derrière. Exactement. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors, c'est cette période de 9 mois où finalement vous êtes dans une espèce de bulle pornographique. Oui. Comment ça se passe non, mais c'est intimement? Vestimentairement, tu veux dire? Non, pas du tout. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est genre, vous ouvrez vraiment une parenthèse où vous êtes concentré là-dessus pendant 9 mois. Ah, ça, c'est un truc qu'on adore. Vous avez dû aussi juste découvrir l'importance du catalogue pornographique des années 70. Ça doit être hallucinant, quoi, de vous plonger dans un truc comme ça. Complètement. Ah, mais ça, c'est un truc qu'on adore faire. Le travail avec nos correspondants a été vraiment passionnant, parce que c'est vraiment des puits de science. Hein. C'est vraiment des types qui ont des milliers et des milliers de films chez eux. Et la difficulté, c'était de leur faire comprendre ce qu'on allait en faire, parce que c'est quand même assez particulier, ce détournement de comédie pour rire. Et ça a été effectivement une plongée dans un monde qu'on ignorait. On a rencontré des gens très rigolos, assez libres, assez punk,
Ça, c'était très chouette. C'était très très chouette. On pensait pas qu'il y avait autant de. D'ailleurs, en se baladant dans tous ces films, dans toute cette histoire du porno, entre 72 et 94, qu'on appelle l'âge d'or du porno, on a vu toute l'évolution de la liberté, toutes les représentations du corps, la représentation, comment est-ce qu'on filme le sexe, comment toutes les tentatives qui ont été faites, à la fois artistiques, hyper conceptuelles. Donc c'est très drôle. C'était vraiment un voyage génial. C'est un truc qu'on adore faire, se plonger comme ça dans un monde, comme pour les films d'entreprise quand on faisait le message à caractère informatif, ou quand on travaille sur un film où on aime bien s'immerger dans le milieu sur lequel on bosse, quoi. J'aimerais juste passer la parole à Julien et à Erwan, parce qu'avec vous tout à l'heure on va parler aussi de films d'épouvante. Justement, vous avez fait un peu le même travail finalement dans le domaine de l'épouvante des années 60. Finalement, on retrouve les mêmes outils, quoi. On retrouve les mêmes looks, on retrouve simplement la même époque. Voilà, faut peut-être juste situer le truc, c'est que moi je suis juste l'initiateur. En fait, Thierry, il paraît que je suis son Jiminy Cricket de mauvais augure, c'est-à-dire qu'une fois par année, il me demande des idées un peu zarbi. Et là, j'avais découvert l'horoscope de Nicolas Stanzik et Erwan Legac. Et tout de suite, je l'ai appelé en lui disant, parce que ça faisait longtemps qu'il cherchait à faire un programme de bande-annonce, de vieilles bandes-annonces. J'ai dit, je crois que j'ai le truc, quoi. Et j'ai envoyé, et comme le truc était coupé en deux, il fallait quelque chose pour caler entre deux, parce que normalement il y a un striptease, il y a un vrai striptease. En fait, ça a été prévu en 2 parties d'une demi-heure avec un striptease au milieu, parce que dans les salles d'exploitation dans lesquelles ce genre de film passait, ils agrémentaient le changement de bobine régulièrement entre 2 films par un striptease. Incroyable. Voilà, c'était sur des boulevards où il y avait des dames qui travaillaient toute la journée, très tard la nuit. Voilà. Et donc on les retrouvait en salle. Et du coup, on a cherché plein de films, on a regardé des films d'horreur sérieux, et tout d'un coup, le 1er ou 2 janvier, Thierry m'envoie un message, il me dit j'ai trouvé. Et évidemment, je le cuisine, et il me dit c'est Nicolas et Bruno. Et moi, j'étais juste ravi, j'avais presque les larmes aux yeux, sincèrement, parce que moi, je les suis depuis le début, j'adore les messages à caractère informatif, et j'adore leurs 2 longs métrages, la personne aux 2 personnes et le grand méchant loup qu'il faut absolument redécouvrir, parce que les films n'ont pas été assez vus, et c'est vraiment injuste, quoi. Merci. Du coup, vous répondez, c'est très bien. Non, mais qui a dit qu'il fallait répondre aux questions? Non, mais Erwan, est-ce qu'effectivement il y a un lien à faire entre... En fait, est-ce qu'il y a un lien à faire directement entre les 2 styles? Ouais, il y a un truc de recherche qui est assez intéressant. Bon, alors moi, c'est pas forcément pour faire du détournement, c'est une vision sérieuse du truc. L'horoscope du midi-minuit, en fait, c'est pour soutenir un projet de bouquin. Donc, en fait, nous sommes en train de rééditer l'intégralité d'une revue française qui s'appelle Midi-Minuit Fantastique, qui est la première revue européenne traitant de cinéma de genre, de cinéma fantastique, et qui est tout simplement la première revue mondiale aussi à le faire de manière adulte, critique, et pour exposer que c'est quelque chose de sérieux, le cinéma fantastique. Donc il y a eu 24 numéros, l'intégralité de ces numéros se vendent extrêmement cher sur eBay aujourd'hui, puisque la revue est devenue complètement culte, et donc on a décidé de casser le marché en ressortant l'intégralité en 4 volumes, donc c'est du beau livre, avec des belles photos, et que donc forcément de la même manière, on se plonge, nous, en dehors des bandes annonces, dans des milliers de photos qui peuvent être stockées chez des collectionneurs, qu'on doit ressortir, qu'on doit identifier, qu'on doit scanner et restaurer sur Photoshop pour remettre le truc le plus beau possible. Et donc c'est pareil, c'est un peu une descente, une plongée en apnée dans les années 60-70. Et oui, il y a tout un truc d'une évolution qui amène à un moment dans les années 70, parce que le cinéma d'horreur, en fait, les gens de Midi-Minuit Fantastique considéraient que le fantastique c'était l'autre mot pour l'érotisme. Et effectivement, le cinéma d'horreur, quelque part, c'est le goût de l'interdit et en même temps la fascination pour l'interdit. On arrive au sexe très rapidement, rien que par la figure du vampire. Et oui, on voit dans les années 70 énormément de filles dénudées apparaître. Et comme on s'est rencontrés hier avec nos 2 acolytes, en fait, on a commencé à parler. Et oui, on voit qu'il y a des productions qui ont dû faire autant films d'horreur que films porno. Il y a des nouvelles scènes qui atterrissent dedans. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont. Je les remercier parce que hier, j'ai découvert un truc grâce à leur programme, que je trouvais un super complément pour notre sélection de bandes annonces. C'est limite mieux qu'un striptease. C'est que moi, je croyais vraiment que c'était une légende urbaine, le fait que les auteurs de Toy Story aient été influencés par un film pornographique. Et hier, on m'en a amené la preuve. J'étais à genoux par terre en train de pleurer en disant c'est vrai, c'est pas une légende urbaine. Voilà, et merci beaucoup pour ça. Alors là, j'ai pas tout suivi. Oui. Non, mais s'il y a un lien à tirer franchement entre leur programme et le nôtre, je pense qu'il est au niveau des bandes annonces qu'on a présentées hier.
qui sont des bandes annonces doublées en français pour la majeure partie. Et souvent, les bandes annonces de films qui sont vraiment bien, enfin que nous en tout cas on adore, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre du fantastique, deviennent quasiment des détournements. Parce que par le doublage et des voix très solennelles qui disent vous allez voir des femmes vampires, ça devient à hurler de rire, quoi. Ouais. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire. Et puis évidemment le côté fesse, quoi. Hein, soyons honnêtes. Ah oui, nous on avait mis de la fesse, on avait mis tout ce qu'on pouvait trouver, donc il y avait de la fesse, du nichon, du sang, du vampire, des crocs, voilà, effectivement, et de la voix française impressionnante. Ah, il y avait des choses super. Mais non, depuis hier soir, je me dis qu'en fait on va peut-être refaire un nouveau programme parce qu'on sort bientôt le volume 2. Ouais, il y a que le volume 1 qui est sorti, donc je me dis que comme ça fonctionne bien en accompagnement, c'est plus simple qu'un livre, hein. Présenter un livre devant une salle, c'est rapidement ennuyeux. Mais là les bandes annonces, ça pourrait être plutôt pas mal à refaire l'expérience. Surtout qu'ils ont de la matière, hein. Ils ont des caves pleines de bandes annonces en bobine 35, c'est vraiment des fous furieux, dans le bon sens du terme. C'est bien, c'est la magie des festivals et de ces rencontres qui permettent d'imaginer de nouveaux projets. J'aimerais juste conclure avec Bruno et puis Nicolas. Je l'ai pas dit, enfin les gens vous connaissent, mais c'est vrai que vous venez des clips musicaux, vous venez de la pub, il y a les films que Julien a cités tout à l'heure, il y a tout ce que vous faites pour Canal. Ce projet-là précisément, il vous aura artistiquement apporté quoi ? Ça vous a rendu très très intelligent. Alors, ça s'est dit à la fin du programme. Effectivement. Un gros sex appeal déjà. Bien meilleur au lit. Plein d'idées, énormément d'idées. Peut-être trop d'ailleurs. Hein. Vraiment une force de proposition, quoi. Pour partir sur d'autres choses. Non, au lit. Ah oui, très bien. Pour partir sur d'autres choses, très loin. Et haut surtout. Oui, forcément. Bah oui. Non, parce que c'est un film qui a quel destin ? Qu'est-ce qu'il va partir dans d'autres festivals, etc. Oui. L'idée c'est de le faire tourner un peu en festival, peut-être d'avoir une salle à Paris. En fait, on voudrait, on envisage, on est en train de discuter de ça avec des salles à Paris, s'installer dans une salle à Paris et comme le film fait 1 heure, proposer ensuite des petits spectacles, des petites, peut-être de la pan-food, des cocktails porno, de la musique porno, des soirées dansantes porno, dans une salle à Paris, un peu façon Rocky Horror Picture Show, une sorte de projection un peu événementielle d'un film, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a un peu inauguré hier, puisqu'on s'est déguisé en un des personnages principaux de notre film. On s'est déguisé en robot Daft Punk, en fait. Oui. On s'est fait faire des costumes. On s'est dit, tiens, c'est marrant à se faire des costumes. Puis après, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de ces costumes. Et on s'est dit, on va faire une chorégraphie et voilà, on va le proposer au public. Ils de sont Fribourg. aussi doués de leur voix que de leur corps. Ok. Non, c'était un moment mythique qui restera dans l'histoire du film. Ça, c'est une évidence absolue. En fait, c'est ça. Vous avez fait danser les gens de la salle. Ce que ça nous apporte, c'est vraiment ce qui est très agréable, c'est de pouvoir le partager en public, de regarder à plusieurs, ce qui se faisait plus depuis très très longtemps, puisque le porno en salle, c'est quelque chose qui a relativement disparu. Voilà. Donc on voulait renouer avec ça, et c'est vrai que le fait de le voir ensemble, en groupe, déculpabilise un peu sur cette approche de un peu intime du sexe, et donc du coup ça rigole pas mal, quoi. Et plus on est ensemble, plus ça rigole, et il se passe quelque chose, quoi, dans la salle. D'où l'idée de vouloir continuer à le projeter. Est-ce que ce genre de film, c'est peut-être ça un jour qui va faire tomber maintenant le hard porn sur Internet, etc. Parce que ça redevient quelque chose de normal et quelque chose de drôle et quelque chose dont on peut peut-être rire. Parce que c'est vrai que ça a relativement disparu, hein. Vraiment l'âge d'or du cinéma porno, c'est 72-95. Après c'est 95, c'est l'arrivée d'Internet, et donc ça change complètement. C'est maintenant c'est des petits clips avec 3 minutes d'attention. Il y a plus du tout de scénario, d'histoire, etc. Bien, je vous remercie en tout cas pour ces précisions. C'était très frais pour commencer. Cool. Merci beaucoup Nicolas et Bruno. Vous restez avec nous, mais on va se tourner maintenant vers Julien Comélie et puis Erwan Legac. Alors pour parler cette fois-ci de cette revue Midi Minuit Fantastique, vous nous avez expliqué Erwan que c'était une revue qui paraissait là aussi dans des années 62 à 71 très exactement. C'est ça, exactement, et 62 d'une dizaine d'années. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que les gens ont vu hier soir? C'est effectivement une sélection de bandes annonces de films d'épouvante d'époque.
En fait, pour expliquer, le magazine s'appelait Midi Minuit Fantastique, car à Paris, sur le boulevard Poissonnière, il y avait une salle d'exploitation qui s'appelait le Midi Minuit, parce qu'elle était ouverte de midi à minuit. Il suffisait de payer une fois son entrée, on pouvait rester jusqu'à fermeture. Donc on y retrouvait une partie de la faune, surtout en hiver, les clochards qui venaient se cacher dedans pour avoir chaud. Et c'était une salle qui s'était spécialisée dans tout ce qu'il y avait d'extrême, de diffusable, donc ça soit de l'horreur, mais aussi du sexe, de l'insolite, du surréalisme et des choses comme ça. Et donc les jeunes rédacteurs en chef qui étaient les seuls rédacteurs en chef mineurs d'une revue interdite aux mineurs en France en 62 ont décidé dans le sillage de la nouvelle vague de dire ok, bon bah c'est plein d'autres cinéphiles autour de nous, donc nous il va falloir qu'on revendique une cinéphilie. Comment est-ce qu'on va pouvoir la définir? On va la définir par cette salle où on va tout le temps, le Midi Minuit. Et donc on va devenir des midi minuistes et on va appeler notre vue Midi Minuit Fantastique. Mais aussi parce que midi minuit, il y a un truc étrange, l'heure diurne, l'heure nocturne, il y a le vampire qui apparaît, le bon de l'autre côté, qu'est-ce que ça représente? Et donc cette revue est sortie en 62. Premier numéro, c'était un spécial Terence Fisher. Jamais en France on avait osé parler de réalisateurs de films d'horreur de la Hammer. Donc Terence Fisher étant le chef de file des réalisateurs fantastiques anglais de la Hammer. Et surtout, ils ont posé en première, en couverture, une photo d'un loup-garou qui étrangle une jeune femme dont on ne sait si cette femme est en train de mourir et d'avoir peur ou de jouir et de se laisser entraîner par la bête. Et tous ceux qui ont vu le film en plus ont un second clin d'œil dedans, c'est que cette photo, c'est une photo de pub totalement impossible puisque le loup-garou est en train d'étrangler sa mère qui meurt en couche en lui donnant naissance. Donc c'est pas du tout possible de voir cette photo. Donc il y a un vrai goût d'interdit, il y a un vrai goût de sexe dès la première couverture. Et on va dire que c'est les prémices de cette joyeuseté des années 70 qui arrive derrière. D'où le lien qu'on faisait tout à l'heure. Mais en même temps, c'est là qu'on voit que Midi Minuit Fantastique, on pouvait parler de films fantastiques de manière aussi sérieuse qu'on parlait de Godard dans les cahiers du cinéma, quelque part. Oui, l'idée c'était vraiment de faire un pont, de dire on peut faire la même chose. Il n'y avait pas du tout de sectarisme de chapelle. D'ailleurs, très rapidement, le rédacteur en chef, Michel Caen, a été très proche de Godard et a soutenu beaucoup de films de Godard à côté dans ses colonnes pour dire ok, il n'y a pas de sectarisme. En fait, dès que ça c'est un peu insolite, dès que c'est un peu étrange, et puis s'il y avait un peu de fesses au milieu du fantastique, on prend, on est content. Surréaliste et autres. Alors, ce que j'ai lu aussi qui m'a interpellé, que je ne savais pas du tout, c'est que visiblement, dans les années 60, le cinéma fantastique n'avait pas du tout forcément bonne presse. Avant 60, et à partir de 60, c'est donc la seule presse qui commence à le représenter. Eux se sont fait, les Midi Minuit se sont fait écharper par certaines revues qui existent encore en France, telles que Télérama, en tout cas à leur sortie. Il faut voir qu'à la sortie du Cauchemar de Dracula, donc ça c'est un tout petit peu avant l'apparition de la revue, le Cauchemar de Dracula, c'est donc le premier Dracula avec Christopher Lee, de Terence Fisher. Nous avions eu dans les colonnes françaises quand même un critique qui avait dit ce genre de film va créer des générations de détraqués. Donc c'était soit les films fantastiques étaient donc débiles donc pour les enfants, soit ils étaient dangereux et rendant les gens fous. Donc déjà on voit à quel point les personnes qui pointaient ça du doigt étaient pas prêts à un paradoxe, puisqu'ils envoyaient les enfants directement dans l'école de la perversion. Mais oui, c'était très mal vu, et je pense que c'est là que devient la légende de notre pays très cartésien. On est persuadé qu'en fait on ne sait pas faire de fantastique, on n'aime pas ça et que c'est pas notre truc, parce qu'il y a une partie de la population qui n'aime pas ça effectivement et qui a pris plus la parole à une période. Donc nous on aime rappeler que là, s'il y a une première revue européenne qui parle de ça, alors que l'Angleterre c'est quand même un pays hautement fantastique, c'est la France. Et si on en a parlé de manière sérieuse en disant non, on n'est pas que là pour se marrer, mais on peut aussi dire que c'est un truc important et c'est de l'art, voilà, et qu'il faut le défendre comme tel, c'est aussi la France qui le représente. Donc on n'est pas forcément qu'un pays hermétique à ce genre de choses, voire même on a créé le médium, on a créé le merveilleux au cinéma, on a créé les serials au cinéma. Il y a un moment, il faut peut-être qu'on l'oublie pas et qu'on le remette sur le devant de la scène. Voilà. Alors c'est intéressant, Erwan, parce qu'on en parle sérieusement avec vous, comme tout à l'heure on a parlé de porno sérieusement avec Nicolas et Bruno. Et puis encore un point commun, c'est que moi j'ai regardé effectivement aussi ces deux films à la suite hier soir. Et il y a un décalage phénoménal, quoi. C'est comique. Alors c'est comique, c'est ce qu'on disait avant au niveau des bandes annonces, mais il y a des films. Alors certains films sont effectivement 100 ans contre le trésor de Dracula. Là, je pense que c'est effectivement drôle. Mais si on voit la bande annonce du Retour de Frankenstein, c'est un film extraordinaire. Enfin, moi, je trouve, par exemple, c'est le seul qui me vient au bout, le bal des vampires. Alors là, effectivement, là, on est un peu entre deux, parce que c'est comme une comédie. Mais c'est vraiment des très très grands films, quoi. Mais pour compléter ce que disait Erwan, ce qui a aussi fait que Midi Minuit Fantastique est devenu absolument légendaire, c'est que comme on est en Europe et que personne ne s'intéresse au fantastique, quand Michel Caen
à peine majeur, débarque à Londres, à la Hammer, qui est la plus grosse boîte de production de films d'horreur, qui est devenue complètement mythique pour tout le monde, et qui dit on veut parler de ce que vous faites. Les gars leur ouvrent les portes, mais ils leur donnent des valises de photos, voilà, ils peuvent interviewer Christopher Lee, et voilà, parce qu'ils sont contents qu'on parle de leur travail, quoi, ce qui n'est arrivé nulle part, et c'est ce qui fait aussi que cette revue est devenue complètement mythique. Et comment ça se fait que sa vie ait été si courte à cette revue ? Alors parce qu'en fait, donc, quand on est rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, c'est que forcément c'est le premier travail qu'on fait dans la vie. Ils ont rencontré un éditeur, Eric Losfeld, qui est un personnage en tant que tel, qui avait 12 000 projets, qui éditait les surréalistes, qui a édité les premières BD pour adultes, dont Barbarella, et qui, comme pour Barbarella, a eu des problèmes avec la censure extrêmement régulièrement. Des problèmes avec la censure, des problèmes avec ses banques, parce qu'il n'avait pas d'argent, et il payait personne, en fait. Donc, c'était une espèce de fanzine de luxe, donc c'est un truc sérieux, édité, voilà, pas de problème. Mais par contre, c'était quand l'éditeur avait un peu d'argent pour pouvoir tirer les exemplaires, et quand les jeunes qui constituaient la rédaction, il y avait des un peu moins jeunes dedans, mais avaient le temps aussi. Donc, 3 numéros par an, puis ensuite 2 numéros par an, puis après ça s'espace, on est à 1 numéro par an, voire parfois sans quasiment aucune personne de la rédaction. Sur les 2 derniers numéros sont un spécial Gaston Leroux qui est entièrement rédigé par Jean Rollin, donc une autre figure mythique du cinéma hexagonal et fantastique et de fesses. On se retrouve pour ceux qui préfèrent les films de Nicolas Bruno, il s'appelait Michel Gentil quand il faisait des films de Stacabila. Donc la revue a disparu au fur et à mesure parce que le manque d'argent arrivait, et en fait au dernier moment Eric Losfeld s'est fait rattraper par le fisc, qui en même temps a permis à aider la censure. Il s'est fait censurer, on lui a chopé ses stocks, et donc le dernier numéro, le numéro 25, mythique, était déjà parti chez différents imprimeurs pour essayer de trouver le devis le moins cher pour pouvoir le sortir, et au moment de la fermeture du terrain vague pour problème financier, le numéro 25 a disparu dans la nature. Et nous l'avons retrouvé, donc il apparaîtra dans le 4e tome de Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, pour la première fois édité. Alors, en conclusion, cette intégrale, il y a une partie qui est déjà sortie. En fait, il y a un premier livre qui est sorti en mars. Il y a 1 an, le prochain, il arrive, il va pas tarder. Oui, on est un peu en retard, mais c'est traditionnel, c'est normal, c'est comme la revue, les sorties sont un peu sporadiques, donc il arrive, et donc il y aura 4 volumes en tout, chaque volume étant accompagné d'un DVD de 2 à 3 heures de bonus, pour bien faire les choses, donc c'est 800 pages, c'est 3,5 kg. Et c'est vraiment du beau livre, et il y en a des stocks chez Payot. Et il en reste quelques-uns chez Payot, courez-y vite, parce qu'en fait, je peux vous assurer qu'en fait, les chiffres descendent et qu'on va pas rééditer tout de suite. Donc, ça risque de redevenir collector. Merci beaucoup, Erwan Legag, pour les 30 secondes qui nous restent. Nicolas et Bruno, vous, la suite, on vous retrouve, on vous suit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est terminé, nous, ça y est, on va en rester là. On a trouvé ce qu'on veut faire. On veut doubler des films de boules dans des studios jusqu'à la fin de nos jours. Vous nous faites un petit parce que vous le faites bien, il y en a plein de films. Ah bah ouais, non, il faut voir le film. Là, on est en train de travailler sur un film de vampire néo-zélandais. On est en train on s'occupe de toute la version française de What We Do in the Shadows, qui est un film néo-zélandais de vampires, des types qui faisaient Fly of the Concorde. C'est un film assez rigolo, et on est en train pile de bosser dessus. On rentre à Paris là pour enregistrer des voix dès ce soir. Merci d'être passé sur Radio FR. Merci. La radio qui est au cœur de l'actu d'hier, puisque, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, vos 2 films ont été projetés hier soir. Merci à vous tous. Rendez-vous hier soir.